Bonjour à tous et bienvenue dans ce 17e épisode de The Wrestling Rankings. Nous sommes en juillet 1996 et nous allons aujourd'hui parler d'In Your House 9, un International Incident, incident international, puisque le show a lieu au Canada. Comme d'habitude, on débute avec le Tour des Champions. Nous avons donc Shawn Michaels, qui est toujours champion de la WWF, lui qui a conservé le titre face au British Bulldog Davey Boy Smith dans le main event du dernier pay-per-view, le King of the Ring. Ahmed Johnson est le nouveau champion intercontinental puisqu'il avait remporté le titre au King of the Ring. Et les Smoking Guns, Billy et Bart, sont toujours les champions par équipe. Eux qui ont conservé les titres face aux Godwins au King of the Ring toujours. Alors nous débutons donc la deuxième partie de l'année 1996 avec ce In Your House qui donc comptera, comme c'est un In Your House, 6 matchs, 5 au pay-per-view et 1 dans le free-for-all. Donc dans le free-for-all, nous aurons Justin Hope Bradshaw contre Savio Vega. Nous aurons également un débat entre James E. Cornette et José Lothario pour monter un peu la pression par rapport au main event du pay-per-view. Et durant le pay-per-view, nous avons donc les Smoking Guns, Billy et Bart contre les Body Donnas, Skip et Zip, dans un match qui ne sera pas pour les titres par équipe. Je ne sais pas pourquoi le match n'est pas annoncé comme un match de championnat par équipe, mais bon, c'est comme ça. Nous aurons donc Mankind contre Henry Godwin. Henry Godwin qui remplace Jake the Snake Roberts, puisque le match avait été annoncé comme étant Mankind contre Jake the Snake Roberts. Stone Cold Steve Austin contre Marc Mero, revanche de la demi-finale du King of the Ring. The Undertaker contre Goldust. Et enfin, le main event, Camp Cornette, le British Bulldog Davey Boy Smith, Owen Hart et Big Van Vader contre The People's Posse, Ahmed Johnson, Shawn Michaels et Psycho Sid. Là aussi, il y a eu du changement dans ce match. Alors, on commence donc avec le free-for-all, Justin Hope Bradshaw contre Savio Vega. Si le nom de Justin Hope Bradshaw vous fait penser à quelque chose, c'est normal. C'est la première gimmick à la WWF de celui qui ensuite sera connu sous le nom de Bradshaw, puis John Bradshaw Layfield, futur champion par équipe, champion hardcore, champion intercontinental, champion de la WWE, enfin Hall of Famer. Donc Justin Hope Bradshaw, qui est la première gimmick de JBL. C'est un combat très simple contre Savio Vega, un combat de mid-card. Les deux hommes sont en rivalité depuis quelques temps déjà. Savio Vega remporte le combat avec un roll-up. Et après le combat, Bradshaw va porter va porter un lariat qui par la suite deviendra le clothesline from hell et utilisera son fer à marquer le bétail pour marquer l'épaule de Savio Vega avec son logo. Toujours dans le free-for-all, nous avons donc le face-off entre James E. Cornette et José Lothario. Bon, rien de bien simple, rien de bien compliqué là-dedans. James E. Cornette va insulter José Lothario pendant quelques minutes. José Lothario va essayer de se défendre. Cornette va pas apprécier, il va aller tout droit dans la face de José Lothario, va tenter de lui porter un coup de raquette. Lothario va contrer avec une droite. Ça va nous amener à Vader qui va intervenir, mais avant que José Lothario ne soit attaqué par Vader, c'est Shawn Michaels qui va arriver avec un magnifique slide dans le ring. Les deux hommes vont se faire face, mais la sécurité et les officiels de la WWE vont immédiatement intervenir. Et on va terminer avec le free-for-all avec James E. Cornette qui annonce que il a tellement confiance en la victoire de son équipe qu'il a décidé de rajouter une stipulation. Si son équipe ne remporte pas le main event, il remboursera chacun des fans présents dans l'arène ce soir. Autant vous dire que son équipe ne perdra pas. J'ai pas le souvenir qu'une seule fois dans l'histoire du catch, une stipulation de ce genre ait fonctionné. On commence donc le pay-per-view avec le premier combat, le combat de championnat vous voyez, j'allais dire combat de championnat par équipe, mais non, le combat par équipe qui n'est pas un combat de championnat entre les Smoking Guns et les Body Donnas. Avant d'arriver sur le ring, les Body Donnas nous annoncent la fin de leur collaboration avec Cloudy. Alors, Cloudy, pour ceux qui n'ont pas suivi le King of the Ring et ceux qui ne savent pas de quoi je parle, c'était une blague qui a été faite par les Body Donnas à Sonny,
leur ancienne manager, puisque, vous le savez, Sunny, lors de son arrivée à la WWF, a commencé avec Skip, des Body Donnas. Ensuite, elle a été la manager des Body Donnas, de l'équipe les Body Donnas, Skip et Zip. En mai, lorsqu'ils ont perdu les titres face aux Godwins, elle est devenue la manager des Godwins. Une semaine plus tard, elle est devenue la manager des Smoking Guns, qui avaient remporté les titres par équipe face aux Godwins. Et donc, pour se moquer de son départ, les Body Donnas avaient recruté une manager qui s'appelait Cloudy, nuageux en anglais, puisque Sunny veut dire ensoleillé en anglais, première blague, et ils avaient décidé tout simplement de l'habiller avec les habits de Sunny, et alors, toute proportion gardée, puisque je ne veux pas rentrer dans un débat woke ou autre, je ne saurais pas dire si c'était un homme déguisé en femme, une vraie femme avec une morphologie masculine, ou alors un transsexuel, mais toujours est-il qu'elle avait la même coupe de cheveux que Sunny. Blonde, platine, avec les cheveux assez courts. Ça a duré pendant un mois, et au final, les Body Donnas nous annoncent donc aujourd'hui qu'ils ont mis fin à leur collaboration avec Cloudy, parce qu'ils se sont rendus compte qu'avec le soutien des fans et leur talent catchesque, ils étaient capables de remporter les titres par équipe et de battre les Smoking Guns, ce qui rend encore plus incompréhensible le fait d'avoir un combat qui n'est pas pour les titres. Bon. Toute proportion gardée, c'est un très bon combat par équipe. Les deux équipes se connaissent bien et ont des très bons moves, et l'ajout de Sunny en tant que manager des Smoking Guns est tout aussi intéressant, puisque pendant le combat, elle va faire semblant de tomber dans les pommes, et Skip, qui était son premier agent, entre guillemets, va immédiatement aller la voir en pensant qu'elle a un problème grave, et ça va se révéler être une ruse qui va permettre aux Smoking Guns de reprendre l'avantage. À la fin du combat, par contre, la prétention et l'ego de Billy Gunn et de Sunny va leur coûter, puisque Bart va prendre Zip pour porter le Sidewinder, mais Billy, qui sera à l'extérieur du ring en train de taper la discute avec Sunny, ne verra pas son frère en position, et ça va permettre à Skip de porter un missile dropkick de la troisième corde et de permettre à Zip de faire le compte de 3. Les Body Donnas s'imposent donc et se révèlent être de plus en plus les challengers titrés prochainement pour les titres par équipe. On enchaîne avec le combat entre Mankind et Henry Godwin. Alors, comme je vous l'ai dit au début, lors de la présentation de la carte, à l'origine on était censé avoir Mankind contre Jake the Snake Roberts. Le fan en moi se dit que Mankind contre le Jake Roberts de la fin des années 80, début 90 aurait été fantastique comme combat. Là, c'est le Jake Roberts de 96. J'ai un peu de mal. Il est très populaire, ça, il n'y a pas de problème. Par contre, moi, de mon côté, j'ai beaucoup de mal à lui trouver des qualités. Déjà, dans le ring, il est très lent. Il est technique, mais il est très lent. Et au niveau des promos, on est plus sur un Jake the Snake Roberts qui fait des promos sur la Bible, parce que c'est grâce à sa religion retrouvée qu'il a mis fin à son alcoolisme et sa prise de substances illicites. Bon, ça aurait pas donné des promos fantastiques, je ne pense pas en tout cas. Toujours est-il que avant le début du pay-per-view, on nous annonce que Jake the Snake Roberts n'est pas remis des blessures subies face à Vader au King of the Ring, et que du coup, il ne peut pas participer à ce combat, et qu'à la place, c'est Henry Godwin qui est choisi. Alors c'est beaucoup moins clinquant du coup, mais par contre, ça donne un combat très physique. Henry Godwin et Mankind s'en donnent à cœur joie l'un sur l'autre. À la fin du combat, Godwin va évidemment vouloir porter son slop drop. Mankind va se retenir à la troisième corde, ce qui va faire tomber Henry Godwin sur la nuque, et Mankind va enchaîner directement avec le Mandible Claw pour la victoire. Je ne sais plus si je l'ai déjà dit au King of the Ring, mais si c'est le cas, je le répète, et si c'est pas le cas, je le dis. Mankind et sa musique d'entrée en 1996, c'est top 3 de toutes les musiques d'entrée de tous les temps. C'est tellement psychologiquement en adéquation avec le personnage, qui est un être, parce qu'il entre sur une musique torturée, pleine de violence, pleine d'un côté sombre qu'il a. Et à la fin du combat, il a déchaîné cette violence, et du coup il est apaisé, et il y a ce petit piano qui arrive. C'est pour moi l'une des top 3 entrants of all time. J'ai aucun problème à le dire. Ensuite, nous avons Stone Cold Steve Austin contre Marc Mero, revanche de la demi-finale du King of the Ring. Alors,
Austin avait remporté le combat, donc Mero, lui, souhaite une revanche, puisque c'était sa première défaite à la WWF. De son côté, Austin a aussi une revanche à prendre, puisque Mero l'avait blessé. En voulant porter son double leg backslide, il lui avait porté un coup de pied au visage, et Austin avait dû avoir 20 points de suture entre la demi-finale et la finale. Le combat est tout aussi bon qu'au King of the Ring. Mero va esquiver une première fois le stunner à la fin du combat et on pense qu'il va remporter, mais mais il ne remportera pas le match et Austin va contrer avec d'abord son stun gun, qui était son ancien finish, puis de nouveau, puis ce coup-ci, il va vraiment porter le stunner, ce qui va lui permettre de remporter le combat. C'est une drôle de période pour Steve Austin. Puisqu'il vient de remporter le King of the Ring, on pourrait légitimement penser qu'il serait poussé vers les main events, comme l'ont été par le passé Owen Hart et Mabel, les deux derniers King of the Ring. Owen Hart remporte le King of the Ring en juin 1994, au pay-per-view suivant, puisqu'à l'époque il n'y avait pas In Your House, au pay-per-view suivant, en août, il est dans le main event, dans l'un des deux main events du SummerSlam, face à son frère Brett pour le titre de la WWF, et Mabel, l'an dernier, au pay-per-view suivant, il attaque le champion de la WWF durant le main event, et au SummerSlam, il est dans le main event pour le titre. Donc on pourrait penser légitimement qu'Austin serait dans les main events, mais pas du tout, puisque là il enchaîne avec un combat de mid-card contre Marc Mero, on passe encore. Au SummerSlam, je vous l'annonce déjà, puisque j'ai déjà préparé la review du pay-per-view, il est même pas dans la carte, il est dans le free-for-all face à Yokozuna. À In Your House 10, il n'est pas non plus dans le pay-per-view, il va seulement apparaître à In Your House 11, où il va être dans un combat de mid-card contre Hunter Stemsley, ce qui n'a aucun sens, puisque ce sont deux heels en plus. C'est vraiment le retour de Bret Hart à la WWF fin 96 et le début de cette rivalité avec Stone Cold Steve Austin qui va pusher Austin vers les main events. Et son premier main event, et c'est ça qui est le pire, c'est que son premier main event n'interviendra que quasiment 8 mois après sa victoire au King of the Ring à In Your House 13 de Final Four, où il sera dans le main event du pay-per-view. C'est hallucinant de voir comment Stone Cold Steve Austin, qui pourtant avait remporté le King of the Ring, ce qui était une valeur sûre les 3 dernières années, là se retrouve à vraiment être perdu. Et c'est dommage pour lui parce que c'est quelqu'un qui le méritait déjà. Il avait déjà un très bon côté catchesque et en plus il venait de sortir une promo légendaire et de montrer qu'il avait beaucoup de charisme. Le dernier combat avant le main event, c'est l'Undertaker contre Goldust. C'est un match revanche de In Your House 8 où l'Undertaker avait perdu contre Goldust dans un match du cercueil pour le titre intercontinental après une intervention de Mankind. Le combat est plutôt bon, les deux hommes s'en donnent à cœur joie, c'est un reste du combat mid-card. Goldust est un bon combattant, mais n'est pas une légende du ring. L'Undertaker, lui, est bon, mais parfois il a des combats où il n'est pas exceptionnel. Voilà, ça reste un bon combat de mid-card. L'Undertaker va remporter le combat par disqualification à la fin du match, puisque il portera son tombstone à Goldust. Mais avant de faire le compte de 3, Mankind va sortir de dessous le ring, à travers le tapis du ring, et va attaquer l'Undertaker et l'emmener avec lui sous le ring. De la fumée sortira du ring, Mankind en ressortira tout seul, on va penser que c'est la fin de l'Undertaker. Mais quelques minutes plus tard, l'Undertaker lui aussi ressortira par l'autre côté du ring et s'attaquera à Mankind. Les deux hommes se battront en backstage jusqu'à la fin quasiment du pay-per-view où on les verra se battre dans la chaufferie de la salle à Vancouver. Et évidemment, c'est une raison pour nous annoncer qu'au prochain pay-per-view, le SummerSlam, on aura l'Undertaker contre Mankind dans un Boiler Room Brawl, une bataille qui débutera dans la chaufferie de la Gund Arena de Cleveland, Ohio. On passe donc au main event. Camp Cornette, le British Bulldog, Owen Hart et Vader contre The People's Posse, Ahmed Johnson, Shawn Michaels et Psycho Sid. Je vous disais qu'il allait y avoir beaucoup de changements dans ce combat. Le premier changement, c'est le changement qui a eu lieu dans le free-for-all. C'est l'ajout d'une stipulation qui dit que si Camp Cornette ne remporte pas le match, Jim Cornette remboursera tout le monde dans l'arène. Le deuxième changement, il a eu lieu quelques jours avant, une dizaine de jours avant le pay-per-view à Monday Night Raw.
puisque Gorilla Monsoon annonce que l'Ultimate Warrior est suspendu. Alors pourquoi je vous parle de l'Ultimate Warrior? Parce que si vous avez suivi le King of the Ring et la review, à la fin du combat, Shawn Michaels British Bulldog, Michaels s'est d'abord fait attaquer à 2 contre 1 par Owen Hart et le Bulldog. C'est ensuite devenu un 2 contre 2 quand Ahmed Johnson est arrivé, puis un 3 contre 2 pour Camp Cornette quand Vader est arrivé, et ça a terminé en 3 contre 3 avec l'Ultimate Warrior qui a attaqué Vader. Ça nous donne non, le main event est étouffé, Owen Hart, le British Bulldog et Vader contre Shawn Michaels, Ahmed Johnson et l'Ultimate Warrior. Sauf que, on nous annonce, à Raw, Gorilla Monsoon nous annonce qu'il a suspendu l'Ultimate Warrior définitivement, suite à une absence, enfin des no-shows. L'Ultimate Warrior s'est pas présenté à des house shows dans lesquels il était prévu dans le main event contre Vader. Puisqu'à l'époque, la WWF essayait de rentabiliser au maximum les house shows et du coup avait 2 circuits, elle continuait le double circuit comme dans les années 80. Il y avait un circuit où le main event était Shawn Michaels était avec Shawn Michaels pour le titre de la WWF, et un autre circuit où le main event c'était avec la superstar la plus populaire. Alors des fois c'était un match de championnat intercontinental avec Ahmed Johnson, des fois c'était l'Ultimate Warrior, des fois c'était Jake Roberts, etc. Et il y a eu sur le circuit B, le circuit où il n'y avait pas le championnat du monde, il y avait des main events qui étaient prévus, Ultimate Warrior contre Vader, ce qui, soit dit en passant, est un super combat. On a quand même l'Ultimate Warrior qui est un powerhouse et un mec hyper populaire, contre Vader qui est une brute finie dans la vie. Sauf que l'Ultimate Warrior a décidé de no-show. Et donc du coup on s'est retrouvé avec des house shows où les gens étaient déçus. Ces house shows, ces no-shows, pardon, ils sont pas sortis de nulle part, et ce n'est que le dernier épisode dans une longue et tumultueuse relation entre la WWF et l'Ultimate Warrior. Je fais un gros aparté là-dessus. Et qui va surtout faire que l'Ultimate Warrior va disparaître de la WWF pendant 17 ans, puisqu'il ne réapparaîtra qu'à la WWE qu'en 2013, quand il sera révélé comme ayant signé un contrat de légende. Il fera son retour dans le jeu WWE 2K14. WWE 14, j'ai dit WWE 2K, mais c'est WWE 14. Il fera son retour en tant que personnage jouable, et surtout il sera intronisé au Hall of Fame en 2014, avant malheureusement de décéder 2 jours plus tard. Cette longue et tumultueuse relation, elle a commencé déjà fin 80, début 90, quand l'Ultimate Warrior est poussé vers les main events, parce que Hulk Hogan a envie de prendre un peu de recul avec le catch. L'Ultimate Warrior va avoir une attitude assez prima donna à ce moment-là. Il va demander son propre vestiaire. Il va demander à ne pas faire les Make-A-Wish. Et il va demander, et surtout, il y aura des moments où en backstage, l'Ultimate Warrior va passer devant des fans, notamment des fans en fauteuil roulant, etc. Et il ne leur signera pas leurs autographes. Et ça il va déjà y avoir un côté négatif avec le reste du vestiaire. Sauf que c'est pas tout. Parce que derrière, en 91, puis en 92, l'Ultimate Warrior va avoir des problèmes avec les main events. C'est-à-dire que en 91, au SummerSlam, si vous vous rappelez, le main event, pour ceux qui ne savent pas, le main event c'est censé être Hulk Hogan et l'Ultimate Warrior, une Dream Team exceptionnelle contre Sergeant Slaughter, General Adnan et Colonel Mustafa, aka l'Iron Sheik. Et bien avant ce main event, 2 semaines avant, l'Ultimate Warrior va dire à Vince McMahon, t'as un main event qui est prévu, moi je veux que tu m'augmentes ma participation au main event, sinon je viens pas. Vince McMahon va lui dire, attends, t'es gentil, contractuellement, t'es tenu d'être là. Oui, mais c'est comme ça. Si tu m'augmentes pas mon salaire, moi je viens pas au main event. Vince McMahon pris en otage parce que il a personne pour remplacer l'Ultimate Warrior à ce moment-là. Savage est toujours entre guillemets à la retraite puisqu'il a perdu contre le Warrior à WrestleMania, et il n'y a pas d'autres gros babyface à la WWF. Donc il est obligé entre guillemets, et il peut pas pusher un Sid Justice qui vient juste d'arriver à la WWF pour remplacer l'Ultimate Warrior. Il est donc obligé d'accepter, sauf que derrière l'Ultimate Warrior va être suspendu pendant quelques mois. Il va faire son retour à WrestleMania. On va penser que cette histoire est derrière nous.
Et l'Ultimate Warrior va faire rebelote en fin 92, où il est prévu dans l'un des deux main events des Survivor Series, où il doit faire équipe avec Randy Savage. C'était Randy Savage et l'Ultimate Warrior contre Ric Flair et Razor Ramon. Rebelote, Warrior va regarder un peu les locker room, il va dire il n'y a pas d'autre babyface qui peut prendre ma place, Vince, je vais te payer plus, sinon je viens pas. Vince McMahon va en avoir marre, il va dire à l'Ultimate Warrior écoute, tu viens pas, tant pis pour toi, ton contrat est terminé. Sachant qu'à l'époque, il n'y avait pas de contrat longue durée, etc. C'était vraiment des contrats presque à l'apparence, à l'apparition. Allez, ça dégage. Donc l'Ultimate Warrior va disparaître. Il va revenir, il va disparaître pendant 3 ans et demi. Hein. Il va revenir seulement début 96. Et là, même chose, il va refaire la même chose. Il va dire à Vince McMahon, écoute, je suis le mec le plus populaire de ta locker room. Moi, si tu me mets dans le match à 6 pour In Your House, non seulement je veux une grosse somme, mais en plus de ça, je veux le titre je veux qu'on me promette le titre de la WWF prochainement. Je suis pas là pour faire des combats de mid-card contre Goldust ou le British Bulldog. Je suis là pour les main events. Vince McMahon ne veut pas accéder à cette demande, puisque lui, il a dans l'idée que Shawn Michaels va avoir un long règne. Ça n'avait pas de sens à l'époque de faire babyface contre babyface, même s'il venait de le faire avec Shawn Michaels et Bret Hart à WrestleMania. Et surtout, il est toujours pas sûr de la suite à donner, mais son objectif, c'est que Michaels garde le titre longtemps. Donc perdre le titre, donner le titre à l'Ultimate Warrior, c'était aussi, il connaissait un peu la musique, c'était aussi prendre le risque de lui dire ok, je te donne le titre, mais par contre, tu me fais les main events. Et d'avoir l'Ultimate Warrior qui dit ouais, mais je suis champion de la WWF, les main events, je veux plus. Vince McMahon va donc dire à l'Ultimate Warrior bah non, c'est pas ce qui est prévu. Moi, tu vas avoir une rivalité, tu vas partir match à 6. Après, il y aura une rivalité avec le British Bulldog, avec Owen Hart, peut-être même avec Vader. Mais pour l'instant, le titre de WWF, c'est Michaels. Ça va pas plaire au Warrior qui va dire moi je suis pas là pour ça. Résultat, Fallout complet. L'Ultimate Warrior va se faire démolir par Cam Cornette en storyline. En réalité, il va disparaître de la WWF et on le reverra plus pendant 17 ans. Donc du coup, on se retrouve avec une personne en moins dans le Six-Man Tag Team Match, et entre Psycho Sid, qui n'avait plus été vu à la WWF depuis début janvier, quand il faisait partie de l'entreprise du Million Dollar Man Ted DiBiase. Il faisait équipe à l'époque avec le 1-2-3 Kid. Et donc Psycho Sid fait son retour en tant que babyface ce coup-ci. Et ce qui est intéressant, c'est que ça rajoute un petit peu de piment au combat, puisque la dernière fois que Psycho Sid et Shawn Michaels avaient fait équipe, bah, Sid avait porté un powerbomb à Michaels. Et avant ça, Michaels venait de virer Psycho Sid quand en garde du corps, et Sid l'avait attaqué à plusieurs reprises, et l'avait foutu sur la liste des blessés pendant 6 semaines. Donc on se retrouve donc avec cette problématique-là qui rajoute du piment. Le combat en lui-même est un très bon six-man tag team match qui dure quasiment 30 minutes. On voit que c'est le main event, mais c'est un très bon combat. Le combat dure 24 minutes et 32 secondes. J'ai vérifié sur Wikipédia. À la fin du combat, Shawn Michaels va avoir l'avantage. Il va être sur le point de porter son switch in music à Vader. James E. Cornette va bloquer son pied pour l'empêcher d'y aller, ce qui va permettre à Vader de porter son avalanche et sa Vader Bomb et de faire le compte de 3 sur le champion de la WWF. Vader vient donc de remporter un combat contre le champion de la WWF. On peut s'attendre à légitimement, ce qui légitimement le place comme challenger numéro 1. Après le combat, les hommes vont continuer à se battre. Michaels va porter un magnifique topé suicida, mais alors par-dessus la troisième corde. Il va carrément clear la troisième corde de très haut. Et les babyface vont stand toward à la fin. Alors c'est un bon In Your House, il n'y a rien à dire là-dessus. C'est un combat qui est dans la ligne, un pay-per-view qui est dans la lignée de 1996, où le plus petit pay-per-view, je crois, a une note supérieure à 2,15, quelque chose comme ça. Ça reste un bon In Your House, et ça continue les rivalités pour le prochain pay-per-view qu'est le SummerSlam. Je vous fais donc très prochainement le SummerSlam. En attendant, je vous remercie d'avoir suivi ce nouvel épisode de The Wrestling Ranking. Je vous souhaite une très bonne journée, prenez soin de vous et à ciao, bon dimanche.